Il reste un peu moins de 2 semaines pour mettre TV Liberté à l'abri jusqu'à la prochaine attaque. Ces derniers jours, vous avez déjà été incroyablement nombreux à nous témoigner votre soutien. Par vos messages de sympathie, d'amitié et puis bien sûr avec vos dons, vous avez démontré votre attachement à TVL. Mais la censure bancaire ordonnée par un pouvoir politique aux abois nous a asséné un coup dur. En nous privant de notre compte bancaire et donc d'une partie des soutiens mensuels que nous recevions, notre budget prévisionnel a été littéralement amputé. Aujourd'hui encore, l'équilibre n'est pas rétabli. Parmi vous, je le sais, certains souffrent aussi de cet extrême centre au pouvoir qui nous appauvrit. Mais d'autres attendent aussi un peu impassibles un changement qui ne viendra pas sans rien faire. Pour renverser la table, chacun doit, à sa mesure, se retrousser les manches. Et renverser la table, c'est avant tout éveiller les consciences. Chaque jour, avec un budget minimaliste qui ferait frémir Léa Salamé et Patrick Cohen, TVL vous propose une information libre, éclairée, mais nous ne pouvons pas continuer cette mission sans vous. Alors dès à présent, aidez TVL. Il n'y a pas de petits gestes, chacun d'entre vous peut changer notre destin. Et nous continuerons, nous, à faire beaucoup avec bien peu. Alors je compte sur vous. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme ce soir, retour sur la première journée du 17e sommet des BRICS, organisé à Rio, au Brésil. TVL est sur place pour suivre cette révolution du Sud global qui s'organise face à un Occident déboussolé. Également au programme, la guerre entre Israël et le Hamas touche-t-elle à sa fin ? Donald Trump et Benjamin Netanyahou seraient sur le point de sceller un accord qui pourrait mettre fin à près de 2 années de combat. Et puis nous rentrerons en France pour se pencher sur la proposition d'un député LR pour redonner confiance en la justice. C'est l'élection des magistrats. C'est une réunion qui regroupe les pays de plus de la moitié de la population mondiale et pourtant, la presse française n'en parle pas, ou presque. Depuis dimanche, le nouveau Forum des BRICS s'est ouvert à Rio, au Brésil. Nous faisons le point avec notre envoyé spécial, Frédéric Egui. Une sonnette d'alarme tirée pour l'Occident. Voilà comment le 17e sommet des BRICS organisé à Rio, au Brésil, devrait résonner dans les pays du Nord. 9 mois après Kazan en Russie, les géants du Sud global poursuivent donc leur organisation alternative. Parmi les points cruciaux, la question du droit international et une volonté de pousser l'ONU à la réforme. C'est ce que nous expliquait Frédéric Egui à l'issue de la première journée du sommet. Il est l'envoyé spécial de TVL sur place. L'appel lancé à l'ONU, un appel lancé urgemment à l'ONU, à une réforme et notamment une réforme du Conseil de sécurité. Ce qui est une nouveauté par rapport à Kazan, où ces discussions existaient déjà, mais là la nouveauté c'est que la Russie et la Chine, donc 2 membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité, 2 membres permanents du Conseil de sécurité, ont soutenu la candidature de l'Inde et du Brésil pour intégrer ce Conseil de sécurité. La présence d'Antonio Guterres, il était déjà là à Kazan, il était encore là à Rio, montre bien que l'ONU a une oreille attentive sur ce qui est en train de se discuter au sein des BRICS. Sans surprise, après un communiqué commun des BRICS pour condamner l'intervention américaine en Iran, membre des BRICS depuis peu, une place importante de la première journée du sommet a été réservée à la question du Proche et du Moyen-Orient. Néanmoins, malgré les critiques, il semble clair que les BRICS n'entendent pas s'émanciper de l'Organisation des Nations Unies, sur laquelle ils veulent ni plus ni moins peser pour une transformation en profondeur. Sur le plan économique, en revanche, l'ambition est plus volontariste. Ainsi, la déclaration commune fixe clairement l'objectif de démultiplier la banque de développement. Dans son allocution à distance, en raison de son mandat de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine a déclaré que les BRICS devaient désormais créer, je cite, leur système financier
indépendants. Dans leur déclaration commune, ont été inscrits plusieurs propositions, comme la création d'une agence de notation indépendante ou encore la mise en œuvre de systèmes de paiement transfrontaliers. Et le tout devrait être chapeauté par la nouvelle banque de développement des BRICS, la nouvelle banque de développement qu'on appelle communément la banque des BRICS. La banque des BRICS, Lula a évidemment eu un mot dessus. Il a déclaré qu'elle devrait permettre des transactions plus justes et plus souveraines. Ce qui là encore est une attaque tout à fait frontale envers le FMI et la Banque mondiale, qui l'a par ailleurs elle-même accusé de mettre en œuvre un plan Marshall inversé où les pays en développement financent les pays développés. On voit donc là que la remise en question de l'ordre géoéconomique de la part des BRICS est vraiment en train de se poursuivre. Le message de la part des BRICS est donc très clair, ils n'ont aucune intention de céder. Et la grande entreprise de dédollarisation menée sous l'égide de la Russie se poursuit et s'accélère. Un processus de dédollarisation qui n'en est qu'à ses débuts. C'est aussi ce qu'explique Paulo Nogueira Batista Jr., ancien directeur exécutif du FMI et parmi les membres fondateurs de la Banque de développement des BRICS. Il le confiait à notre envoyé spécial à Rio. We conceive the New Development Bank as a global bank that would be an alternative to the World Bank, an alternative that would be more suited to the needs of the countries of the Global South. It began 10 years ago, exactly, to this day practically, when we moved to Shanghai, the first administration moved to Shanghai, and we started building a bank from the scratch. It's not easy to do this, but we managed to make some progress. Now the bank is 10 years old, it has a structure, employees, has done quite a lot of operations, not only lending, but also, of course, issuing bonds in the markets, and it's growing in size. It's becoming more relevant. It has a number of difficulties also, which we have not yet been able to face. It has not yet become effectively a global bank 10 years after its creation. Why? Because we have too little members. We only have the 5 founding members, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, and 5 new members. So with 10 member countries, you cannot become a global bank. So we need to speed up the effort. Another thing that is sort of lagging is that we are still largely dollarized. So the BRICS speak about de-dollarization, but their own main institution is still largely dollarized. So we need to work more with national currencies of the participating countries. Un plaidoyer pour l'élargissement qui ne fait pas tout à fait consensus en effet. Après l'arrivée de l'Indonésie dans les BRICS+, et de membres partenaires cantonnés à une forme d'antichambre du Sud global, les membres fondateurs ne partagent pas tous les mêmes ambitions. Ainsi, tout porte à croire que la Chine plaide en faveur d'un développement rapide et large, tandis que d'autres membres apparaissent plus conservateurs et soucieux de préserver l'union des membres actuels. Des questions cruciales qui résonnent comme de véritables défis pour cette organisation mondiale alternative en forte croissance. Une croissance largement dopée par un Occident à la dérive, adepte des doubles standards en matière géopolitique, qui joue comme un véritable repoussoir. La fin de la guerre à Gaza sera-t-elle une victoire diplomatique américaine ? La rencontre entre le président Trump et son homologue israélien pourrait être décisive pour la fin des hostilités. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Je serai ferme, très ferme, mais lui aussi veut ça. Il vient ici la semaine prochaine, il veut aussi en finir. Je pense que nous aurons un accord la semaine prochaine, c'est ce que je pense. Confiant, comme souvent, il y a 4 jours, Donald Trump montrait son enthousiasme pour un plan de paix proposé par son administration à son homologue israélien. Selon lui, Tel Aviv aurait même déjà accepté les termes des propositions américaines. Depuis, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont repris, et notamment depuis dimanche à Doha, au Qatar. Ce cycle de pourparlers sous médiation qatari et égyptienne pourrait permettre de conclure un accord cette semaine visant à libérer les otages israéliens restants, estimés à une 20aine encore en vie sur les 49 toujours retenus à Gaza, et à mettre fin à l'agression israélienne en Palestine et donc à sortir de la crise humanitaire provoquée par l'État hébreu. Et si Benjamin Netanyahou n'a pas confirmé ni infirmé, il a néanmoins tenu une ligne constante affirmant avant tout qu'il ne transigerait pas sur la question du Hamas.
L'organisation islamique, qui fut un temps soutenue par Israël pour contrebalancer le poids du Fatah considéré comme trop modéré, ne devra pas exister dans le futur des territoires palestiniens. Je vous le dis, il n'y aura pas de Hamas, pas de Hamastan. Nous ne reviendrons pas là-dessus. C'est fini. Nous libérerons tous nos otages et nous éliminerons le Hamas. Nous ferons les deux en même temps. Contrairement à ce que les gens disent, c'est impossible, vous ne pouvez pas les déraciner. Nous les détruirons jusqu'à leur fondation. Un discours de fermeté qui se confronte néanmoins à la réalité des négociations avec le Hamas sur la question des otages, car sur ce sujet, Israël a bien besoin de coopérer. Et c'est d'ailleurs le cas, à en croire les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Nous sommes sérieux dans notre volonté de parvenir à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu. Nous avons dit oui aux propositions de l'envoyé spécial Witkoff. Il y a des signes positifs. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Mais notre objectif est d'entamer des pourparlers de proximité, dès que possible. La proposition américaine au cœur des négociations prévoit une trêve de 60 jours durant laquelle le Hamas libérerait 10 otages vivants et des corps de captifs décédés en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Cependant, des obstacles subsistent. Le Hamas exige des garanties sur le retrait des troupes israéliennes, la fin durable des hostilités et une reprise de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. La violation du cessez-le-feu par Israël au Liban n'encourage probablement pas à la confiance du côté du Hamas. Le conflit, qui dure depuis 21 mois, a plongé Gaza dans une crise humanitaire critique avec des dizaines de milliers de morts, notamment des femmes et des enfants, des déplacements massifs et des accusations d'utilisation de la faim comme arme de guerre. Le président brésilien Lula a de son côté dénoncé un génocide perpétré par Israël, tandis que l'ONU a signalé des centaines de morts lors de distribution d'aide. La fin des hostilités pourrait permettre de sortir de cette crise humanitaire alors qu'un haut responsable du Hamas a admis à la BBC que l'organisation a perdu le contrôle de 80% de Gaza. La rencontre Trump-Netanyahou, la troisième en 6 mois, vise à accélérer les pourparlers tout en abordant des enjeux régionaux plus larges, notamment les relations avec l'Iran après le récent conflit de 12 jours. Donald Trump a lui évoqué un possible accord permanent avec Téhéran sans plus s'avancer. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté de relancer les accords d'Abraham pour redessiner la géopolitique du Moyen-Orient. Une telle perspective semble aujourd'hui lointaine et elle devra avant tout passer par la fin des hostilités à Gaza pour permettre au président américain d'engranger une première victoire diplomatique. Élire les juges, c'est la proposition faite par un député Les Républicains pour que les Français reprennent confiance en la justice. Une idée qui devrait rencontrer beaucoup de résistance. Le point de Renaud de Bourleuf. Des magistrats élus. Avec la proposition du député LR du Val-de-Marne Vincent Jeanbrun, les juges devraient alors rendre des comptes au peuple pour réparer le lien de confiance entre les citoyens et la justice. Un lien de plus en plus malmené, selon une enquête du Conseil national des barreaux, seuls 48% des Français disent avoir confiance dans la justice. Un sondage CSA publié début juillet avance que 66% des Français ne font pas confiance à la justice pour punir les auteurs de violences, qu'il s'agisse de vol, agression ou meurtre. Voter pour une partie du corps des magistrats serait une révolution dans cette corporation. En effet, recrutés à la sortie de l'École nationale de la magistrature, ils sont nommés à vie sans être élus ni renouvelables. Ils n'ont ainsi jamais de compte à rendre sur leur bilan. Selon le plan proposé par le député LR, les juges seraient élus par des intermédiaires, en l'occurrence des élus locaux, avocats et associations de victimes. Maître Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris, commente cette idée d'une élection des juges qui dans la pratique existe déjà, notamment dans les tribunaux de commerce et les conseils des prud'hommes. C'est pas quelque chose de invraisemblable et c'est largement pratiqué. Et ça existe, on va dire, pour l'aspect factuel, théoriquement pour les crimes, puisque tous les crimes sont jugés avec un jury. Donc les questions factuelles sont tranchées par le jury. Et dans un crime, les questions sont essentiellement factuelles. Il n'y a pas de débat pour savoir si tirer dans la tête d'un bonhomme est un meurtre. Bah oui, effectivement, tirer dans la tête, c'est probablement un meurtre. Donc il s'agirait d'étendre quelque chose qui existe déjà. Et là-dessus, il faut distinguer, à mon sens, ce qui est jugement pénal du reste. En matière pénale, il y a très peu de questions complexes de droit.
C'est relativement simple dans l'immense majorité des cas. Et de toute façon, même lorsqu'il y a des cas complexes, on voit des décisions motivées un peu n'importe comment par les juges pénaux, puisque ce ne sont pas les plus techniciens. Tout le monde sait que les juges pénaux sont souvent moins techniciens que les autres. Par conséquent, la décision par le juge pénal, des juges pénaux élus, permettrait d'avoir des décisions qui correspondent à ce que les gens souhaitent. Que le gros problème n'est pas juger coupable des gens qui sont coupables, c'est-à-dire 92% avec des procureurs qui souvent n'étudient pas trop les dossiers parce qu'ils en ont beaucoup, parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Ça veut dire qu'en fait le taux de condamnation n'est pas le problème. Le problème, c'est les peines. Et là-dessus, il est souhaitable d'avoir des peines qui correspondent à ce que les gens estiment devoir, enfin les pairs, les citoyens, estiment devoir être la peine. Si on estime par exemple, ce qui est le cas actuellement, que l'immense majorité du temps, un viol doit être requalifié en agression sexuelle, on fait semblant de voir qu'il n'y a pas eu viol, et que la sanction doit être en pratique 0 année de prison et simplement du bracelet électronique. Si c'est l'opinion qu'on a sur le viol, je le comprends, mais il faut que ce soit un choix effectué par l'ensemble des citoyens et pas seulement par les membres de l'oligarchie. Des critiques pointent un caractère politique qu'auraient alors les juges, tenus donc de faire campagne. C'est typiquement une mesure de populisme judiciaire. Mais vraiment, dans tout ce qu'il y a là de plus inquiétant. Et ensuite, la légitimité des juges. Heureusement que c'est pas par l'élection. Dans tous les pays de droit continental, c'est pas par l'élection. Et pourquoi Parce que donc on n'est pas comme aux États-Unis. Vous imaginez si vous deviez faire une campagne, enfin moi si je devais faire une campagne, aller chercher des financements avec le risque que ça peut avoir, comment on peut être impartial et indépendant si on est redevable de donateurs, si on est redevable et si on est politisé? Est-ce qu'on a envie d'être jugé par un magistrat qui est soutenu par le RN, par LFI ou par un autre parti? Non, moi je crois que la légitimité, et je voudrais vraiment finir sur la légitimité des juges, elle repose sur l'expertise. Le droit c'est compliqué, donc ils sont sélectionnés par concours sur la procédure, sur le respect des principes, sur la collégialité. Bruno Retailleau, en tant que chef du parti LR dont est issu le député Vincent Jeanbrun, s'est prononcé contre cette proposition. Je craindrais qu'il y ait une politisation. Au contraire, moi je trouve que parfois, et je l'ai dénoncé sur un syndicat notamment des juges, je pense que un juge doit être non seulement indépendant, mais aussi impartial. Ainsi, selon le ministre, une élection des juges porterait atteinte à cette impartialité. Paradoxal, puisqu'il vient de dénoncer le manque d'impartialité d'un syndicat de juges. Et la politisation des magistrats est une réalité. Un tiers d'entre eux qui sont syndiqués le sont au syndicat de la magistrature, notoirement connu pour ses positions en faveur de la gauche. C'est même pas seulement l'influence du syndicat de la magistrature, c'est que c'est même beaucoup plus profond que ça. C'est que quand on dit politisation, en fait, ça veut dire pluralisme. Actuellement, les gens qui deviennent juges pénaux ont quasi exclusivement, parce que c'est le profil des gens qui tentent le concours et qui ont la mentalité pour réussir ce concours, le profil des juges pénaux sont des gens qui sont entre les Verts, Europe Écologie Les Verts et Gabriel Attal. C'est ça un juge pénal à plus de 90% en France. Donc les gens ont déjà leurs opinions, ça c'est clair. Et d'ailleurs on le voit, on l'a vu par exemple pour l'affaire des assistants parlementaires du RN, où les sanctions concernant le MoDem ont été extrêmement légères. Il n'y a quasiment pas eu de peine d'inéligibilité, pas d'exécution provisoire, pas de demande de remboursement, pas de condamnation pénale importante, y compris d'amende. François Bayrou, qui était dans la même situation que Marine Le Pen, qui n'est pas condamné. Et à l'inverse, pour le RN, on a des sanctions beaucoup plus dures, inéligibilité de 5 ans, exécution provisoire, lourdes amendes. La politisation existe, évidemment. Et d'ailleurs, mais tout le monde est politisé. Il ne faut pas croire que c'est parce que quelqu'un ne se présente pas aux élections qu'il n'est pas politisé. Vous voyez, prenez par exemple Éric Zemmour avant qu'il se présente à l'élection présidentielle. Moi, j'avais une idée de ses opinions politiques dans les années 2010. Et d'ailleurs, vous prenez à l'inverse Noël Mamère, qui était pendant longtemps présentateur et qui ensuite est devenu candidat à une élection présidentielle d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas parce qu'il n'avait pas de personnalité politique attribuée qu'on pouvait pas savoir pour qui il votait. Le modèle existe déjà dans plusieurs pays. En Suisse, les juges fédéraux sont élus par le Parlement tous les 6 ans sur proposition de sa commission judiciaire. Aux États-Unis, 39 États sur 50 font appel à l'élection populaire pour la sélection de tout ou partie des juges d'État. Le premier élément qui est très intéressant, les juges sont plus respectés dans ces pays-là. C'est-à-dire que le statut social d'un juge en Suisse ou aux États-Unis est très supérieur au statut social d'un juge en France. Il est beaucoup plus respecté, estimé. Les gens le perçoivent comme étant plus haut dans la hiérarchie sociale qu'il ne l'est en France. Visiblement, l'élection est corrélée avec un statut des juges plus élevé. Est-ce que ça donne lieu à des abus de temps en temps ?
Ah oui, mais en France aussi. Citez par exemple Eva Joly, qui est considérée comme un modèle par de nombreux juges. Eva Joly vous disait qu'elle mettait les gens en prison pour attendrir la viande. Reste à savoir si une telle réforme suffirait à mettre un coup de pied dans la corporation. Et partons à présent faire un rapide tour de France. Les députés de nouveau sur un siège éjectable. À partir de cette semaine, Emmanuel Macron peut à nouveau décider de dissoudre l'Assemblée nationale, à l'instar de ce qu'il avait fait l'an dernier après l'échec de la Macronie pour le scrutin européen. Un coup politique voulu par un président vexé qui aurait plutôt conduit à une situation pire qu'avant. En effet, l'absence de majorité bloque une partie du travail législatif et l'opposition, souvent atone, se refuse à censurer le gouvernement après avoir consenti à faire tomber Michel Barnier. Malgré ce panorama erratique de la vie politique française, Emmanuel Macron se voit toujours un avenir puisqu'il s'est invité aux 10 ans des jeunes avec Macron samedi, expliquant qu'il aurait besoin de ses soutiens dans 5 et 10 ans. Des formulations surprenantes qui peuvent laisser craindre de drôles de projets de la part d'un président pourtant très impopulaire. Se baigner dans un fleuve sale et ulcérer l'Algérie, voilà le combo réussi de la mairie de Paris. En effet, samedi, la Seine a été officiellement rouverte à la baignade, un an après les Jeux Olympiques, et les nombreux athlètes tombés malades malgré les milliards déversés dans l'eau pour tenter de l'assainir. Cerise sur le gâteau, alors que les relations entre Paris et Alger sont exécrables avec notamment l'emprisonnement politique de Boualem Sansal, les réseaux sociaux se sont saisis d'une coïncidence. Samedi, jour de baignade dans la Seine, était aussi le jour de la fête nationale algérienne. L'occasion pour Alger et ses soutiens internautes d'agiter la victimisation en faisant référence aux manifestants du FLN jetés dans la Seine le 17 octobre 1961. De quoi laisser entendre que les relations entre les deux pays ne sont pas près de se réchauffer, pour le plus grand plaisir des OQTF algériens actuellement sur le sol français. Cambriolage particulièrement violent à Marseille. Vendredi soir, l'influenceuse Soraya Rifi a été agressée à son domicile du 9e arrondissement de la cité phocéenne. 3 individus sont entrés dans son appartement après la ruse d'un prétendu voisin disant avoir perdu ses clés. Soraya Rifi a été frappée, blessée à coups de couteau et aspergée d'eau de javel. Elle affirme avoir perdu connaissance pendant plusieurs minutes et pense avoir été violée. Les agresseurs sont partis après avoir volé une montre Rolex, un bracelet Cartier, des sacs de luxe de contrefaçon, ainsi que ses clés de voiture et d'appartement. Ce phénomène des cambriolages en présence de l'occupant, connu sous l'anglicisme homejacking, connaît un essor depuis quelques années. Certains cas sont médiatisés car frappant des célébrités, à l'instar de la chanteuse Vita, à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Mais de nombreux anonymes sont victimes. Tout porte à croire que les délinquants se dirigeraient vers ce secteur lucratif et moins dangereux que le trafic de drogue et ses fusillades. Une justice irréprochable. Un magistrat parisien a été mis en examen pour viol et violence par conjoint, selon une source judiciaire relayée par France Info samedi. Placé sous contrôle judiciaire, il fait l'objet d'une information judiciaire pour des faits de viol et de violence entraînant pas plus de 8 jours d'incapacité commis sur une personne ayant été sa conjointe ou concubine. Le dossier, sensible, est entre les mains du ministère de la Justice qui saisira le Conseil supérieur de la magistrature pour d'éventuelles sanctions disciplinaires. Afin d'éviter, a priori, tout conflit d'intérêts, l'affaire sera délocalisée comme ce fut le cas pour un ancien procureur de Cahors, jugé à Montauban pour des faits similaires, avec une décision attendue le 1er août 2025. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale. Disparition inquiétante d'un touriste en Iran. Lénard Monterlos, jeune franco-allemand de 18 ans, originaire de Besançon, est porté disparu depuis le 16 juin alors qu'il faisait une randonnée à vélo en Iran. Cette disparition, jugée inquiétante par le Quai d'Orsay, intervient dans un contexte tendu, Téhéran étant accusé de cibler des Occidentaux pour des motifs d'espionnage. Le ministère des Affaires étrangères recommande aux ressortissants français d'éviter l'Iran en raison des risques de détention arbitraire qui existeraient. Lénard Monterlos, passionné de sport et d'aventure, avait entrepris un périple de 35 000 km à travers 35 pays. Sa dernière publication, le 15 juin, montrait son émerveillement face au paysage iranien. Pour l'heure, la piste d'un décès dans une des villes victimes des bombardements israéliens ne semble pas avoir été explorée. Les frontières ont la vie dure. À partir de ce lundi, la Pologne rétablit des contrôles temporaires à ses frontières avec l'Allemagne et la Lituanie pour contrer l'immigration irrégulière dans le cadre de sa nouvelle stratégie migratoire 2025-2030. Cette mesure, annoncée par le Premier ministre libéral et pro-Bruxelles Donald Tusk, répond aux contrôles instaurés par l'Allemagne depuis 2023, accusée de renvoyer des migrants vers la Pologne.
Ces derniers, souvent en transit depuis la Biélorussie via la Lituanie, alimentent les tensions dans l'espace Schengen. L'objectif est d'intercepter les entrées illégales, démanteler les réseaux de passeurs et limiter les risques liés au terrorisme et à la criminalité. Cependant, ces contrôles, bien que temporaires, suscitent des critiques, notamment d'Amnesty International, pour des refoulements présumés contraires au droit international, menaçant les principes mêmes de libre circulation de Schengen. Inondations meurtrières au Texas. Depuis jeudi soir, des pluies torrentielles ont frappé le sud des États-Unis, provoquant une crue du fleuve Guadalupe près de San Antonio ce lundi. Un bilan provisoire a évoqué 82 morts, dont 28 enfants. Concrètement, dans cette zone touristique, les camping-cars ont été emportés avec leurs occupants à l'intérieur et des maisons soulevées de leurs fondations. L'électricité et les réseaux ont été coupés, rendant difficiles les contacts avec les sauveteurs. Près de 500 secouristes et 14 hélicoptères ont été déployés pour retrouver les dizaines de disparus. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Retrouvez dès à présent Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Jacques Sapir pour évoquer le ralentissement de la croissance russe et le modèle économique pour l'après-guerre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par nos collègues de l'Institut de prévision économique et qui montre que l'économie russe réagirait plus à un desserrement des taux, à ce qu'ils appellent une politique monétaire accommodante avec la politique budgétaire qui elle-même est expansive, qu'à une suspension d'une partie des sanctions. Parce que, si vous voulez, ils ont déjà testé dans les modèles économétriques qu'est-ce que ça ferait, la suspension des sanctions, et de manière intéressante, et pour nous un peu surprenante, oui, ils n'avaient pas l'air tellement surpris, mais de manière intéressante, on voit que la suspension d'une grande partie des sanctions ne provoquerait une hausse du PIB que de 0,5 à 0,7%. Demain, à partir de 7h, vous pourrez également découvrir notre Zoom avec l'économiste brésilien Paulo Nogueira Batista Junior, ancien directeur exécutif du FMI et membre fondateur de la Banque de développement des BRICS. Il évoque l'organisation du Sud global et les défis qui s'offrent à elle pour vaincre la crise de croissance qu'elle affronte. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.